Frangel l'Indien blanc de François Place. Je vais vous lire le chapitre 3. Et par ailleurs, merci de penser à vos abonnements. Donc, chapitre 3. La voile blanche. Nous étions déjà loin de la côte quand je fus découvert. Une lente tempête dansait dans la pénombre de la cale en se rapprochant, et je me rencognai du mieux que je pus dans le noir, blotti dans les creux d'une voile repliée, la tête coincée sous le plafond, essayant de me faire aussi petit que possible. Mais la lampe vint me débusquer jusque-là, elle me fit écarquiller les yeux comme un hibou surpris au fond de son trou. Une poigne de fer m'agrippa aussitôt par le bras en me secouant vers l'avant pour m'extraire de ma cachette. Je résistai, cramponné de toutes mes forces, à la cloison, quitte à y laisser 2 ou 3 ongles. Excédé, l'homme posa sa lampe et me tira d'un coup jusqu'à lui avant de m'administrer une gifle à faire pleurer un âne. Je me retrouvai à 4 pattes, la joue gonflée et l'oreille assourdie par un sifflement continu. L'homme me releva et me poussa vers une échelle, puis vers une autre qui menait au pont supérieur. Je débouchai de l'écoutille en plein vent, aveuglé par la violente lumière du jour, la tête au ras du plancher. Devant moi, juste sous mon nez, la paire de souliers la plus vernie que j'eusse jamais vue de ma vie. Elle appartenait, comme je l'appris par la suite, au commandant du vaisseau, le sieur Louis-Antoine de Carteris, seul maître à bord après Dieu. De la pointe du soulier, il me désigna, et j'entendis répondre en dessous de moi, dans la langue de ma mère, l'homme qui me maintenait à demi sorti de l'écoutille. Quelques phrases lapidaires, tombées des lèvres du commandant, décidèrent de mon sort, après quoi les souliers vernis me montrèrent leurs talons. De nouveau, une main me tira, cette fois-ci en arrière. Je dégringolai tout en bas de l'échelle. Voilà, en gros, comment je fis connaissance avec le maître d'équipage, le Bosco. Il attrapa dans un hamac une vieille vareuse moisie et me la jeta à travers la figure. J'éternuai bruyamment, saisi par l'âcre odeur de sueur qui s'en dégageait. Maintenant, je sais que ce vêtement appartenait à un mort, un de ces marins emportés par la fièvre. Mais sur l'instant, ma seule inquiétude était de parvenir à l'endosser. La plupart du temps, j'avais vécu nu, le sexe couvert d'un pagne tenu par une ficelle. En hiver, un simple carré de toile percé d'un trou pour y passer la tête me servait de chemise. Personne ne m'avait appris à m'habiller, encore moins à boutonner une veste. J'avais beau passer une main dans une manche et tenter d'enfiler l'autre en tortillant de l'épaule, je n'y arrivais pas. Avec un bon gros rire, le Bosco finit par m'aider à me dépêtrer. Ensuite, il me tendit un morceau de pain gris et, pendant que je m'appliquais à le mâcher, il m'entraîna vers l'avant du bâtiment pour en sortir par une autre écoutille, au pied du mât de misaine. Là, une partie de l'équipage était à la manœuvre, et je fus aussitôt versé dans la petite équipe de gabiers à qui l'on venait de donner l'ordre de réduire la voilure. Je me mis à grimper à leur suite dans les haubans. Il ne me fallut pas plus de quelques jours pour m'habituer à ce drôle de métier aérien. Poser une main, inspirer, pousser sur un pied, expirer, placer l'autre main, monter d'un cran, puis recommencer. Arrivé sur la grand-vergue, caler les pieds, basculer le corps en avant pour attraper la toile, la tirer à plein bras, pendant que le voisin, avec des gestes sûrs, attrapait la garcette, qui permettait de prendre un ris pour en diminuer la portance. Et là-haut, c'était beau tout simplement, la mer à perte de vue, sous un ciel sans limite. Parfois l'horizon pris de vertige se mettait à danser, les vagues se hérissaient de crêtes et d'écume. Toute la mâture penchée, plongée, s'envolait, l'estomac se prenait de spasmes, il fallait se cramponner davantage. Dans ces cas-là, il y a un dicton qui dit « une main pour le marin, une main pour le vaisseau ». Les autres appelaient ces brutales sautes de vent des coups de tabac. Certains vomissaient ou en tremblaient de terreur. Moi, je n'étais pas malade et cela ne me faisait pas peur. J'étais à ma place. C'est simple, si j'avais pu, je ne serais jamais descendu de cette balançoire de bois et de toile. D'ailleurs, on m'y envoyait plus souvent qu'à mon tour pour guetter l'horizon, parce qu'une croyance fort répandue veut que les Indiens aient une vue très perçante, et cette croyance était partagée par le Bosco et l'équipage.
Pour le reste, j'étais plutôt adroit de mes mains, rompu à la douleur et à la fatigue, endurant depuis mon plus jeune âge, dur au mal et ne craignant pas les coups. Alors j'appris rapidement à effectuer les différentes manœuvres, j'observais les autres et je les écoutais, je mimais leurs moindres gestes en vrai petit singe. Je m'entraînais à faire et à défaire toutes sortes de nœuds plats, nœuds de chaise, de plein point, de fouet, d'écoute ou de pendu. Et ainsi quelques semaines passèrent qui firent progressivement de moi un matelot comme il en existe sans doute des milliers de par le monde. Seulement, ce que j'ai vécu au cours de cette navigation, peu d'entre eux pourraient se vanter de l'avoir seulement imaginé. Le Neptune taillait sa route dans la grande mer du Sud, essuyant les coups de vent à des milliers de lieues de toute terre habitée. Ne venaient à notre rencontre que de grands oiseaux marins qui planaient sans effort au-dessus de la mer démontée. Là-haut, dans les mâtures, le froid nous mordait jusqu'aux os. Un soir, juste avant la tombée de la nuit, je vis une de ces montagnes de glace tant redoutées des marins surgir de la pénombre. Je criai à m'en faire éclater les poumons. L'homme de bas évita la collusion en frôlant la falaise. Je sentis le souffle glacé de cet immense cristal taillé dans l'obscurité me raser la nuque avant d'aller moucher la lumière du fanal de poupe comme une simple chandelle. Le lendemain, une averse de neige nous obligea à réduire l'allure. Tout en brassant la grand-voile de mes doigts gelés, j'entendis juste en dessous 3 hommes discuter sur le pont. Le Bosco ne les aimait pas. Il avait toujours un coup de menton pour les désigner, les savants. C'est à cause d'eux que nous descendions toujours plus au sud, comme un vaisseau fantôme à la recherche d'une terre mystérieuse, la terre australe. Avec leurs parlers pointus, ils bataillaient sans fin sur les merveilles de ce continent qu'ils allaient découvrir, en l'habillant d'un si grand nombre de suppositions qu'il devenait impossible de croire à son existence. Le plus âgé des 3, un long vieillard perché sur des jambes de héron, était le plus ardent à vanter les richesses de ce nouveau paradis. Il citait tant de livres pour le décrire qu'on pouvait croire qu'il en était déjà revenu. Mais leur imagination commençait à reculer sous les assauts du froid et de la neige. Ils finiraient par se rendre à l'évidence. L'oreille encore distraite par leurs éclats de voix, j'aperçus une voile au loin dansant sur les vagues, et je la signalai au Bosco en lui indiquant sa direction. Aussitôt les savants se penchèrent au bastingage en redoublant leur bavardage. Ils furent bientôt rejoints par le commandant, bien campé sur les 2 pieds pour compenser les effets du tangage. Il ajusta sa longue-vue, il resta aussi un bon moment concentré sur son observation. Finalement, il replia sa longue-vue et donna l'ordre à l'homme de barre de prendre la voile en chasse. Il s'en retourna dans sa cabine sans ajouter un mot. Toute la nuit, le Neptune creusa son chemin dans les flots, et à l'aube, la voile était encore là. Malgré sa petite taille, elle se jouait des vagues et courait de l'une à l'autre, rapide, légère, alors que notre bâtiment peinait à le suivre en soufflant par les naseaux de plein paquet de mer. Aux environs de midi, très loin sur l'horizon, apparut le profil d'une terre dont les sommets disparaissent dans les nuages. La voile contourna un premier cap qui s'ouvrait sur un golfe, puis elle en passa un second, moins d'une demi-heure plus tard, gagnant progressivement vers le large. Soudain, elle vira de bord, l'étrave pointée vers une longue ligne de falaises. Le Neptune imita la manœuvre du mieux qu'il put, assez lourdement au début, et puis, d'une manière inexplicable, il se mit à prendre de la vitesse aussitôt, le changement d'allure effectué. La côte se rapprocha à vue d'œil, une arche colossale s'ouvrait dans cette muraille, si haute que 3 ou 4 vaisseaux empilés, je pense, auraient pu tenir sous sa voûte. La mer bouillonnait de fureur à ses pieds. Le vent et les courants nous portaient droit dessus. La voile fugitive, glissant sur les déferlantes qui explosaient les unes après les autres, disparut soudain dans son ombre. Notre vaisseau se mit à déraper tandis que les épaulements rocheux se rapprochaient de nous beaucoup trop vite. Le pilote, dans une tentative désespérée, pesa sur la barre de toutes ses forces. Contrarié dans sa course, le Neptune s'inclina jusqu'à creuser un sillon
dans les vagues du bout de sa grand-vergue, puis, les voiles, soudain, retendues par une saute de vent, il se redressa d'un coup vers l'autre bord et s'engouffra dans le passage à son tour. Les détonations des vagues contre les parois et leur écho gigantesque, amplifiés par l'obscurité, annonçaient à grand fracas la mort probable qui nous attendait. Le vaisseau heurta la roche de plein fouet, détruisant une bonne centaine de nids, d'où s'envolèrent des nuées d'oiseaux dans un concert de croissements de colère. Rebondissant en arrière, il fut saisi dans le ressac pour être de nouveau rejeté au milieu du passage. Le flot, alors, le souleva comme un fétu de paille, et, avec cette violente certitude des rivières, qui n'obéissent qu'à la fureur de courir à leur perte, il nous emporta dans les ténèbres. Ce fut une longue glissade tourbillonnante. Le bâtiment, ivre, plongé dans les remous, et frôlait les parois soulevées par de gigantesques éclaboussures. Bois et cordages vibraient sous les rafales qui passaient en bourrasque, avec des sifflements terrifiants. Après chaque embardée, le pilote et le second timonier se cramponnaient à la barre pour la rétablir dans son axe. Mais celle-ci subissait les soubresauts du gouvernail devenu fou, et elle donnait de si brusques à-coups qu'elle finit par briser le bras du second timonier. Deux autres matelots vinrent prêter main forte au pilote, mais ils ne purent tous ensemble se rendre maîtres de la direction du vaisseau. Soumis à des forces aveugles et d'une puissance démesurée, quelques hommes tombèrent en prière au pied du grand mât. Je ne saurais dire combien de temps cela dura. La voûte s'élargit enfin, accrochant des brins de lumière aux aspérités des parois. Embarqué dans une série de tourbillons, le Neptune se paya le luxe d'effectuer 3 tours sur lui-même, sans effleurer la roche. Ensuite, le courant, toujours aussi rapide, nous entraîna en nous gardant au milieu de son lit, dans un flot régulier et profond, à bonne distance des murailles. Nous avions échappé au naufrage. Le vaisseau déboucha de l'autre côté dans un silence glacial. Était-ce un estuaire ou un autre golfe, plus profond, plus échancré que le précédent? Toujours est-il que la côte s'incurvait entre les deux rives montagneuses et coiffées de neige. Leurs pentes couleur de cendre défilaient, striées çà et là par la cicatrice livide d'un torrent plongeant dans l'eau noire les longs doigts blancs de ses mains en éventail. De la voile mystérieuse, plus aucune trace, plus de vagues rageuses, plus d'écume, plus de vent non plus, et pourtant nos oreilles étaient encore douloureuses de ces hurlements. Le courant se glissait maintenant plus paisible, dans un dédale d'îles caillouteuses. Le pilote avait repris la barre, il arrondissait les virements, en souplesse, attentif à ne pas raser de trop près les écueils. Des troupeaux d'éléphants de mer vautraient sur de larges entablements rocheux, ronflés à notre passage. Jetant un regard inquiet en arrière, je vis diminuer puis disparaître peu à peu la porte de pierre qui nous reliait au reste du monde. Fin du chapitre 3. Angèle l'Indien blanc de François Place. Merci de penser à vos abonnements.